On va parler d'un discours important, pas parce qu'il vient d'Arthur Mensch, le patron de Mistral, mais parce qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la manière dont l'IA redessine trois piliers. La valeur du travail, la souveraineté des États et la définition même du leadership. Arthur Mensch, à X, n'a pas fait une conférence technique. Non, il a fait un discours de repositionnement presque civilisationnel. Ouais. Science, patrie, gloire, c'est la devise de X, mais derrière ces mots, il y a un projet. On va le décortiquer sans naïveté. J'ai demandé à deux IA de se prêter au jeu et d'analyser la conférence d'Arthur Mensch. Connected Mate, c'est parti. Connected Mate. Nous explorons aujourd'hui les propos tenus lors d'une récente conférence à l'École Polytechnique par le cofondateur et PDG de Mistral AI. C'est ça. Une exploration qui reprend un triptyque assez inattendu pour de la tech. La devise de l'école, ouais. Science, patrie et gloire. Un angle d'attaque peu commun, franchement. Très peu commun, ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est surtout ce qui n'est pas dit de prime abord par les acteurs de l'industrie. Face à un discours de ce niveau tenu par l'un des leaders européens du secteur, il est indispensable de poser un regard très analytique. Bien sûr. L'IA, c'est pas une simple mise à jour de nos logiciels. C'est un séisme macroéconomique qui bouleverse l'organisation même du travail. Et ça soulève d'emblée un défi majeur. Comment naviguer dans cette transition d'une brutalité inouïe sans perdre sa capacité d'innovation interne ou la maîtrise de sa propre structure? Entrons dans le vif du sujet avec le premier pilier, la science. J'ai été frappé par une prise de recul vertigineuse offerte pendant cette conférence sur l'évolution du métier d'ingénieur. Si l'on regarde juste 12 ans en arrière, la capacité à écrire du code logiciel avait une valeur intrinsèque colossale. C'était la compétence reine sur le marché. Or, le PDG de Mistral explique, de manière très pragmatique, qu'on assiste aujourd'hui à une commoditisation totale de ces compétences. L'IA fait le travail. Un chiffre m'a particulièrement interpellé. Depuis 2023, ces systèmes gagnent l'équivalent d'1 an de seniorité humaine chaque année. C'est massif, hein? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui vient de recruter une armée de développeurs juniors ? Mais ça veut dire que la valeur s'est déplacée. La compétence technique pure, la capacité à taper des lignes de code pour créer une application, c'est en train de devenir une commodité, au même titre que l'électricité ou l'accès à Internet. La machine écrit le code, gère les bases de données, optimise tout. Voilà. La véritable rareté aujourd'hui, c'est plus de savoir comment construire la solution, c'est de savoir identifier le bon problème. Il faut monter d'un niveau d'abstraction. Mais là où le discours devient paradoxal, et c'est un angle mort fondamental pour les directions des ressources humaines, c'est que l'intervenant insiste lourdement sur la nécessité d'apprendre à travailler sans l'IA. C'est vrai qu'il affirme qu'il faut continuer à faire les choses manuellement. Sans assistance, oui, pour forger sa capacité de raisonnement et comprendre les systèmes en profondeur. Mais attendez, il n'y a pas une contradiction majeure ici ? D'un côté, on dit aux entreprises d'acheter des modèles d'IA pour décupler la productivité, et de l'autre, le créateur de ces mêmes modèles dit de surtout apprendre à travailler avec un papier et un crayon. C'est exactement la faille du système. Comment un dirigeant est censé gérer cette injonction paradoxale au quotidien ? Comment imposer à une équipe de travailler plus lentement, de manière artisanale, dans un marché hyper compétitif où les concurrents utilisent l'IA pour aller 10 fois plus vite? C'est intenable sur le plan opérationnel. Impossible, ouais. Pourtant, le risque soulevé est réel. C'est celui de la dépendance intellectuelle. Si vos équipes ne savent plus comment fonctionne l'architecture sous-jacente parce que l'IA a toujours tout fait pour elle, que se passe-t-il le jour où le système produit une erreur subtile? Personne ne sera capable de corriger le tir. Personne. Pour un stratège, le véritable défi managérial de la décennie, ce ne sera pas d'installer l'IA, ce sera de créer des protocoles où les collaborateurs continuent d'exercer leur esprit critique et leur compréhension fondamentale des problèmes commerciaux, malgré la facilité offerte par la machine. Ce qui amène un changement de paradigme fascinant. Demander à un collaborateur de savoir se passer de l'outil pour prouver qu'il maîtrise le concept, ça pourrait carrément devenir une nouvelle norme d'évaluation. Absolument. Mais cette réflexion sur les limites de la technologie nous pousse vers une autre idée forte de la conférence. Une idée qui écorne pas mal de mythes. L'IA générative a été pensée par des informaticiens pour accélérer l'informatique. Point. Mais le véritable Eldorado est ailleurs. Dans les sciences dures, oui. La physique des matériaux, le quantique, les biotechnologies. Et il utilise un terme très fort, en admettant que parler aujourd'hui d'IA pour le climat ou d'IA pour la santé, ça relève bien souvent du greenwashing. Et c'est une lucidité qu'il faut saluer, car elle est très rare dans la Silicon Valley ou même dans la tech européenne. Mais n'est-ce pas un peu excessif, Elina ?
On lit partout des études sur l'IA qui découvre de nouvelles molécules ou qui aident à la détection précoce de certains cancers par l'imagerie médicale. C'est vraiment juste du greenwashing? Il faut faire la part des choses entre l'IA spécialisée qui fait effectivement de l'imagerie médicale depuis des années et la vague actuelle de l'IA générative, ces grands modèles de langage. La réalité économique brutale d'aujourd'hui, c'est que l'immense majorité de la puissance de calcul mondiale sert à optimiser des algorithmes de recommandation, générer du texte et affiner le ciblage publicitaire. Pas vraiment à sauver le monde, donc. Non. Pousser l'intelligence artificielle vers des secteurs comme l'industrie lourde, c'est un défi d'exécution monumental. C'est plus du logiciel rapide. Pour qu'un modèle comprenne la science des matériaux, il faut construire ce qu'on appelle des environnements de renforcement. Justement, arrêtons-nous là-dessus. Un environnement de renforcement. Pour un décideur qui n'est pas expert en machine learning, on parle de quoi concrètement? Imaginez un simulateur de vol, mais pour la physique ou la chimie. C'est un espace virtuel où l'on force la machine à faire des millions d'essais et d'erreurs pour découvrir, par exemple, un nouvel alliage métallique. Sauf que construire ce simulateur demande des données massives. Des données qui souvent n'existent tout simplement pas encore dans ces secteurs traditionnels, et cela exige une puissance de calcul qui coûte des fortunes. C'est de l'industrie lourde. Le discours anti-solutionnisme technologique qui critique la naïveté de croire que l'IA va résoudre le réchauffement climatique par magie est intellectuellement séduisant. Mais l'angle mort, c'est qu'une véritable IA industrielle demande un temps long et des capitaux que peu d'acteurs possèdent. Il y a ce constat implacable formulé pendant la présentation. L'IA ne résoudra pas les problèmes qui demandent un ancrage physique et humain profond, comme le soin aux personnes âgées. C'est un signal d'investissement limpide pour ceux qui nous écoutent. C'est une question de bon sens stratégique, oui. Ne pas s'acharner à automatiser des processus où le discernement humain, l'empathie véritable ou l'intervention matérielle sont irremplaçables. Vouloir intégrer de l'IA générative dans des processus purement relationnels ou de soins, c'est une erreur d'allocation des ressources. Accepter que des pans entiers de l'économie échapperont à cette révolution technologique, c'est une preuve de maturité. Et cette dépendance intellectuelle et infrastructurelle nous mène tout droit à un danger beaucoup plus large. Si la technologie nécessite autant de capitaux et s'infiltre partout, la question de savoir qui la contrôle devient vitale. C'est le deuxième pilier abordé. Patrie. On bascule ici de la technique à la géopolitique pure. L'orateur met en lumière un risque systémique effrayant. Si l'industrie européenne fonde sa productivité future sur l'IA, mais que 80% de cette technologie est importée, de pays dont l'alignement stratégique peut changer du jour au lendemain, on se place dans une situation de vulnérabilité extrême. Sans compter qu'il rappelle la nature duale de l'IA, Civile et militaire. c'est-à-dire qu'elle a des applications commerciales, mais aussi intrinsèquement militaires. Exactement. Dans le contexte géopolitique actuel, en pensant notamment au conflit en Ukraine, le développement de systèmes autonomes par des acteurs européens n'est plus juste une question de compétitivité sur un marché. C'est un enjeu de dissuasion face à des nations qui automatisent déjà leur propre système de défense. On ne parle plus de start-up, on parle de souveraineté d'État. Et l'analyse des rapports de force présentés lors de cette conférence est particulièrement crue. La notion de technologie comme vecteur de colonisation et d'influence est clairement mise sur la table. Sans porter de jugement moral sur la provenance de la technologie, il faut analyser la mécanique d'influence. La conférence cite le monopole écrasant de Google, qui gère la quasi-totalité de l'accès à l'information via la recherche traditionnelle. Mais avec l'IA générative, on passe à une interface conversationnelle. Et c'est là que réside le danger insidieux. Un chatbot moderne est conçu pour être empathique. Qu'est-ce que ça change stratégiquement qu'une machine simule l'empathie? En quoi est-ce un outil d'influence plus puissant qu'une simple liste de liens bleus sur un moteur de recherche? Ça change absolument tout. L'empathie simulée crée un lien de confiance intime. Quand un collaborateur pose une question stratégique à une IA et que celle-ci lui répond sur un ton complice rassurant presque humain, le niveau de validation et de persuasion est décuplé. L'utilisateur baisse sa garde critique. C'est ça. Si ce modèle est conçu avec des biais culturels ou des impératifs économiques dictés par une puissance étrangère, l'influence sur la prise de décision au sein même de nos entreprises devient invisible mais massive. C'est une ingérence douce. Ce qui éclaire d'un jour nouveau l'anecdote très concrète partagée par le dirigeant. Son entreprise s'est retrouvée de façon assez opaque sur une liste du département du commerce américain en pleine période de discussion sur la régulation. C'est une illustration parfaite de cette guerre commerciale larvée. La pression exercée contre toute tentative de régulation souveraine est immense. Le piège tendu à l'Europe, c'est ce récit constant du déclin. Cette idée très diffusée outre-Atlantique selon laquelle vouloir réguler, c'est s'interdire d'innover.
Face à cette pression, la peur de rater le train technologique pousse à assouplir les règles. Mais ça nous amène à une impasse stratégique, ce fameux dilemme du prisonnier à l'échelle d'un continent. Pour que l'image soit bien claire pour notre audience, comment ce dilemme du prisonnier se traduit-il concrètement dans le bureau d'un comité de direction? Prenons un exemple. Un leader à la tête d'une grande entreprise sait pertinemment qu'il serait préférable pour la sécurité de ses données et la souveraineté de choisir un modèle d'IA européen, même s'il est temporairement un peu plus cher ou demande plus d'efforts d'intégration. Logique. Mais il sait aussi que son concurrent direct va opter pour la solution américaine clé en main, ultra subventionnée pour gagner des parts de marché immédiatement. Si cette entreprise est la seule à faire le choix de la souveraineté, elle risque d'être pénalisée financièrement à court terme. Résultat, par peur du concurrent, personne ne soutient l'écosystème local. C'est un arbitrage d'une complexité folle car imposer un modèle éthique face à des acteurs disposant de ressources financières asymétriques demande un courage politique et commercial hors norme. Ce courage commercial, c'est d'ailleurs la transition toute trouvée vers le troisième et dernier thème, la gloire. Bien que d'après les confessions de l'intervenant, la réalité de l'hypercroissance ressemble moins à la gloire qu'à un marathon dans une tempête. On est loin du mythe de la start-up paisible. Passer de 0 à 600 employés en à peine 3 ans génère une friction, une chaleur organisationnelle hallucinante. Il décrit des changements d'organigramme tous les 3 à 6 mois. Concrètement, le manager qu'on avait en janvier n'est plus le même en avril. Les priorités ont changé, tout est instable. Et il rappelle que l'entrepreneuriat, c'est 90% de galère pour 10% de moments de grâce. Le métier de dirigeant pivote radicalement. On abandonne la technique pour devenir un gestionnaire de chaos et un diplomate. Cette partie de la conférence est une mine d'or sur les angles morts de la création d'entreprises. Il y a notamment un aveu stratégique stupéfiant. Le PDG explique qu'ils ont commencé, je cite, par la solution en cherchant un problème. C'est à l'encontre du tout ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce. La règle numéro 1, c'est d'identifier une douleur chez le client, puis de créer le produit pour la soulager. Là, ils ont réuni des chercheurs brillants pour créer de grands modèles linguistiques sans savoir précisément quel produit final ils allaient vendre, ni à qui. Ils ont construit un réacteur nucléaire en se disant « on trouvera bien quelqu'un qui a besoin d'électricité plus tard ». Comment expliquer que ça ait fonctionné pour eux, alors ? C'est la grande question. C'est ce qu'on appelle une hérésie stratégique sauvée par une exécution exceptionnelle et un timing parfait sur une vague technologique historique. Mais attention, c'est un biais du survivant absolu. Clairement. Si une entreprise traditionnelle tente cette approche, elle va droit dans le mur. C'est un pari d'une dangerosité extrême. L'autre point fascinant, c'est la démystification de la fonction commerciale. Ah oui, entendre le patron de l'une des startups les plus valorisées du continent avouer très simplement qu'il ne savait pas vendre, c'est rafraîchissant. Et que la vente est une expérience psychologiquement brutale. Oui. Il insiste sur l'asymétrie de la vente. Le créateur s'épuise, met ses tripes sur la table pour concevoir un produit et se retrouve face à un client ou un investisseur qui, confortablement installé dans sa position de force, ne fait que critiquer, pointer les défauts ou rejeter l'offre. C'est une dynamique très usante. Et c'est là que se trouve la véritable leçon pour tout dirigeant. On en revient à notre point de départ sur la commoditisation du code. Si la technologie en elle-même devient une commodité, si tout le monde s'est entraîné un algorithme avec suffisamment d'argent, quelle est la véritable barrière à l'entrée ? Ce n'est plus la propriété intellectuelle. C'est la résilience organisationnelle. C'est la capacité d'une équipe de vente à encaisser des refus monumentaux, à absorber les critiques du marché et à avoir l'énergie de retourner au bureau le lendemain pour itérer et améliorer le produit. Le véritable avantage compétitif, c'est cette cohésion face à l'adversité et l'exécution commerciale bien plus que l'algorithme sous-jacent. Pour synthétiser cette exploration, les propos tenus lors de cette conférence illustrent une mutation brutale. L'intelligence artificielle a cessé d'être un sujet d'informaticien pour devenir un enjeu de design, organisationnel et surtout un champ de bataille géopolitique où se joue la souveraineté économique de demain. Les règles du jeu ont changé. Pour un dirigeant d'entreprise, la feuille de route est claire. Votre valeur ajoutée n'est plus dans la compréhension technique pointue des modèles, puisque cette connaissance est périmée tous les 6 mois. Votre valeur réside dans votre capacité à gérer le chaos de la transformation, à protéger la capacité de raisonnement critique de vos équipes face à la machine, et à faire preuve de discernement géopolitique lors du choix de vos infrastructures technologiques critiques. La vitesse de l'innovation technologique est telle qu'elle annule presque son propre avantage concurrentiel de manière continue. L'illusion que la technologie seule sauvera l'entreprise se dissipe.
Ce qui reste de tangible, ce sont les fondamentaux, la structuration des équipes, l'indépendance stratégique et la clarté de la vision commerciale. Et pour clore cette analyse, voici une réflexion provocatrice à méditer qui prolonge directement les constats de notre exploration. Si la prouesse technique devient véritablement une commodité accessible à quiconque possède les capitaux nécessaires, et si dans quelques années tous les grands modèles d'IA générative offrent des performances équivalentes, Le véritable avantage compétitif d'une organisation dans la prochaine décennie ne sera-t-il pas exclusivement sa psychologie institutionnelle? c'est-à-dire sa culture interne, sa capacité à encaisser les chocs, à pivoter dans la douleur, couplée à un ancrage souverain fort qui inspirera confiance à des clients de plus en plus méfiants envers des monopoles extérieurs. Finalement, la technologie n'est que le droit d'entrée sur le marché. La vraie guerre se gagnera sur la résilience humaine et la culture d'entreprise. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion exigeante. Bon, ok, d'accord. Derrière cette analyse faite par les IA, le discours raconte en fait une chose qui, pour moi, est assez essentielle. C'est que la technique, la technologie n'est plus le centre. Non, la puissance et l'humain redeviennent le centre. L'ingénieur n'est plus celui qui code le mieux. C'est celui qui comprend les dynamiques de pouvoir, les usages réels et peut-être les fractures parfois invisibles. On va parler des signaux faibles. L'IA n'est ici ni un sauveur, ni un démon. C'est juste un amplificateur qui amplifie la productivité et qui amplifie probablement la rivalité géopolitique. Bien sûr, elle amplifie aussi nos propres biais. Mais bon, la décennie qui s'ouvre ne sera, à mon sens, pas technologique. Elle va devenir stratégique. Et la question n'est pas qui maîtrise les modèles. La question est, selon moi, qui maîtrise le récit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connected Mate jusqu'ici. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.